Si le danger numéro 1, vous pensiez que c'était la Russie, réfléchissez-y à 2 fois. Voici la menace telle qu'elle est analysée par le chef du service de renseignement extérieur français. La menace principale, il s'agit bien de l'Iran, c'est ce qu'il a déclaré Nicolas Lerner après une rencontre avec son homologue britannique du MI6, Richard Moore. Nos services, dit-il, travaillent côte à côte avec les Britanniques donc pour faire face à ce qui est sans doute l'une des menaces, pour ne pas dire la plus critique des prochains mois, la possible prolifération atomique en Iran. Voici une mise en garde notable, notamment de la part du patron d'une institution qui en général parle peu. On en parle avec nos invités sur ce plateau du Grand Dossier. Général Dominique Delors, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes ancien chef du centre opérationnel interarmé, auteur de 2031, Les batailles de la présidente, aux éditions Sémaphore. Bonjour à vous, Guil Mihaeli. Vous êtes directeur de la publication de la revue Conflit. Bienvenue sur ce plateau. Yves Doutrillo, bonjour, ancien ambassadeur de France à l'OSCE, représentant permanent adjoint de la France à l'ONU. Et on accueille également avec plaisir Tatiana Pekastin. Bonsoir Tatiana, écrivaine d'origine russo-ukrainienne, spécialiste de l'histoire russe et post-soviétique, auteur de Qui que vous soyez, ouvrez aux éditions LC. Alors on ne pourra pas commencer par une image aujourd'hui parce que la réunion dont on va vous parler pour commencer, elle n'a pas été filmée, elle était même top secrète. Ce qu'on sait, c'est qu'elle s'est déroulée à Genève. Hier, les Européens, plus précisément la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, qui rencontraient donc l'Iran, qui lui reproche son manque de coopération sur le nucléaire et qui marche sur une corde raide, car après ces pressions, le Téhéran annonce mettre en route de nouvelles centrifugeuses avancées pour enrichir l'uranium. En gros, l'Iran nous dit se doter de l'arme nucléaire si les Européens imposent de nouvelles sanctions. C'est donc une menace majeure qui concerne aujourd'hui les Britanniques et les Français. C'est ce que nous dit également, on l'a dit, Richard Moore, le chef du MI6. On l'écoute. La DGSE et le SAS échangent des informations de renseignement afin que les discussions sur la paix reposent sur une vision commune. Les milices alliées de l'Iran au Moyen-Orient ont souffert de sérieux revers, mais les ambitions nucléaires du régime continuent de nous menacer tous, en particulier nos alliés, la France et le Royaume-Uni, dans la région du Golfe. Voilà, bon, cette mise à garde, on va l'analyser bien évidemment, et tout d'abord on va faire un point sur ce qu'on sait de ce programme d'enrichissement de l'uranium avec vous, Cécile Bartoli, qui nous rejoignait en plateau. Bonsoir Cécile. Cécile, que sait-on du programme nucléaire iranien et de son état d'avancement ? Bien déjà, plusieurs sites importants en Iran sont identifiés et déclarés à l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA. Voici la carte de ces différents sites. En violet, les mines d'uranium, notamment à Sagante. Ici, à Boucher, il y a une centrale nucléaire. Et en bleu, une autre en construction à Darkovine. Il y a également 3 sites en vert avec des réacteurs nucléaires de recherche, dont celui d'Isafan, cible de drones israéliens en 2023. Mais les 2 sites les plus sensibles sont ceux de Fordo et Natanz. Ce sont des sites d'enrichissement d'uranium. Voici 2 photos datant de 2020. Ici, à Natanz, ce site, il est constitué d'une usine en surface et d'une grande usine souterraine. C'est la principale installation d'enrichissement d'uranium de l'Iran. À Fordo, à gauche, c'est également une usine enterré dans les montagnes. Ce site, il est particulièrement surveillé car depuis novembre 2022, l'uranium est enrichi jusqu'au niveau élevé de 60%, tout proche des 90% nécessaires pour concevoir une bombe atomique. On est très loin des 3,67% autorisés par l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien signé en 2015. Alors, le 15 novembre dernier, Raphaël Grossi, le patron de l'AIEA, est venu contrôler ces sites. Qu'est-ce qu'on sait des constats qu'il a fait sur place, Cécile ? Oui, alors vous le voyez sur ces photos, et donc il était à Natanz, mais aussi à Fordo, car ces sites, ils sont très surveillés. Et bien, selon le rapport confidentiel de l'AIEA consulté par l'AFP, ce qui inquiète, c'est le stock d'uranium enrichi accumulé. À la date du 26 octobre 2024, l'Iran possédait 6 604 kilos d'uranium enrichi contre 5 751 en août. C'est 32 fois la limite autorisée par l'accord international de 2015. Le 20 novembre dernier, des pays européens et les États-Unis ont aussi déposé une résolution condamnant le manque de coopération de l'Iran. Vous l'avez dit, ils s'inquiètent des traces d'uranium sur 2 sites non déclarés, Turkzabad et Varamine. L'Iran
a très mal réagi à cette résolution, annonçant en représailles la mise en service de 6000 nouvelles centrifugeuses avancées pour son programme nucléaire. Alors l'Iran pourrait être bientôt en capacité de fabriquer 3 à 4 bombes nucléaires selon les experts internationaux. Mais dans quel délai? Car il faut prendre en compte le processus d'armement de ces bombes pour les intégrer à un missile balistique. Cela peut se compter en quelques mois ou même une année selon le niveau de savoir des experts nucléaires iraniens qu'on ne connaît pas. Merci beaucoup Cécile. Yves Doutriault, à quel moment la menace nucléaire iranienne est-elle passée au premier plan des préoccupations de la France et du Royaume-Uni? C'est une préoccupation ancienne. C'est même la raison pour laquelle on a signé Français, Chinois, Russes, Américains, Allemands et Britanniques, validé après par le Conseil de sécurité des Nations Unies, en 2015, cet accord qui vient d'être évoqué, par lequel l'Iran indiquait s'engager à ne pas aller vers l'arme nucléaire, en tout cas pendant une certaine période, et en contrepartie, tous les pays que je viens de citer et le Conseil de sécurité levaient un certain nombre de sanctions économiques qui pesaient contre l'Iran, précisément parce que l'Iran voulait violer le traité de non-prolifération nucléaire. Donc c'était bien une préoccupation ancienne, et on a été très heureux. Oui. En plus, c'était un 14 juillet, je vous signale, 2015. Bon, certes, mais depuis, il y a eu la Russie, notamment l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Oui, mais c'est un autre sujet. Oui. C'est un autre sujet. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir plus qu'un sujet. Oui, mais on nous dit que c'est presque la menace principale aujourd'hui. Comme le dit Tatiana à l'instant, c'est que cet accord que je viens d'évoquer, dès que Trump est arrivé au pouvoir en 2017, il est sorti de cet accord et il a rétabli les sanctions économiques, ce qui a permis à l'Iran de considérer que dans ces conditions-là, il pouvait reprendre la construction de centrifugeuses pour se doter de davantage d'uranium. Donc il y a une vraie menace. D'ailleurs, Israël en est bien conscient, puisque vous vous souvenez que dans le débat tout récent, les Américains ont dit à Israël « ne bombardez pas les installations nucléaires en Iran ». C'était une ligne rouge, puisque Israël avait été attaqué par des missiles et des drones. Vous vous en souvenez. Donc, c'est une préoccupation constante. C'est la raison pour laquelle l'AIEA visite régulièrement l'Iran. Et donc, là, que les pays qui avaient signé cet accord à l'époque se rencontrent avec l'Iran, démontre que cette préoccupation reste très, très actuelle, effectivement. Alors, préoccupation très actuelle. Néanmoins, pour un Français qui suit l'actualité au jour le jour, effectivement, la menace russe sur le continent européen semble plus prégnante. Pourquoi, selon vous, Gil, pourquoi cette menace aujourd'hui est-elle présentée comme aussi critique? Je voudrais rappeler aussi que quand l'administration Bush et Obama voulaient déployer en Europe des systèmes antimissiles, ils ont dit c'est pas contre la Russie, c'est pour nous protéger de l'Iran. Et là, on parle de 2007, 2008, 2009. Donc déjà à l'époque, il y avait cette argumentation qui était mise en avance, donc c'est assez ancien. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y avait la guerre qui a commencé le 7 octobre, que pour la première fois, l'Iran est entré dans la danse et que on est hors cadre de l'accord sur le nucléaire iranien, et on a le sentiment que les derniers barrages sont en train de sauter. L'un des derniers barrages, c'était un sorte de fatwa, que tout le monde faisait référence à ça, que selon l'islam, l'interprétation iranienne, l'arme nucléaire, c'est haram. Oui. Voilà. C'est interdit. Et donc aujourd'hui, il y a même de gens qui disent qu'il faut passer outre. Et dans les dernières frappes israéliennes ont touché aussi le programme nucléaire, sans toucher à ce qui est directement lié à la dimension proprement nucléaire, mais on sait qu'il y a 3 dimensions. Il faut de la matière fissile enrichie, il faut des vecteurs, et c'est là Israël a touché les usines qui fabriquent le carburant spécifique des missiles, donc ils ont touché à cette dimension-là aussi, et finalement créer les détonateurs, les déclencheurs nucléaires, ces sphères explosives très compliquées à fabriquer, qui doivent s'écraser pour déclencher la réaction en chaîne. Ça aussi, cet laboratoire a été touché, c'est à Fordo, et donc on voit qu'on se rapproche petit à petit de cœur de réacteur.
Oui, donc ce programme a quand même été bien mis à mal, vous nous dites, par ces frappes israéliennes. Je pense que bientôt, avec l'esprit de Trump plane déjà au-dessous de tout ça, et je pense que si on commence à en parler dans la presse, c'est qu'on prépare les opinions publiques... À quoi ? À une guerre, des frappes contre l'Iran. C'est à ça qu'on nous prépare, parce qu'on sait que les Européens sont en train de négocier, général. On nous prépare à des frappes sur l'Iran. Pourquoi on dit que c'est aussi critique ? Parce qu'on a deux éléments qui se cumulent. Vous avez d'une part le problème de la prolifération, parce que dès qu'il y a une prolifération, c'est-à-dire un pays qui commence à approcher ou qui détient l'arme nucléaire, il complique la situation de la gestion du problème nucléaire pour toutes les autres puissances nucléaires. Mais en plus, ça se cumule avec le fait que l'Iran a comme ennemi Israël. Et donc, et menace l'existence d'Israël. Et ça, effectivement, les Américains, mais aussi les Européens, Britanniques, Allemands et Français, sont préoccupés parce qu'il y a une possibilité qu'on ne peut pas effacer d'un éventuel emploi de l'arme nucléaire par les Iraniens. Mais ce sont bien les Américains eux-mêmes qui ont freiné la main des Israéliens, c'est ainsi qu'on l'a compris, sur les frappes en territoire iranien. Pour le moment, l'administration américaine est sur cette ligne. Ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas en changer dans 2 mois. Lorsque Donald Trump arrivera au pouvoir. Quand Donald Trump arrivera, il va y avoir sans doute une révision des capacités israéliennes, plus de certaines capacités américaines, pour mettre à mal le programme nucléaire iranien. Ce qui est quand même extrêmement difficile, parce qu'on le voit même... Pour ce que l'on peut en savoir, c'est que ce sont quand même beaucoup d'objectifs qui sont très protégés, enterrés, profondément enterrés, et donc il est difficile de le détruire complètement. Par contre, ça c'est le but des opérationnels, c'est de trouver l'élément clé qui va interrompre le processus de la mise au point des armes nucléaires iraniennes. Mais ça se traduira vraisemblablement par des frappes. Comme les Européens ne souhaitent pas que la guerre au Proche-Orient gagne en puissance, il y a ces efforts des Européens pour essayer de voir quelles seraient les discussions qu'on pourrait avoir avec les Iraniens pour qu'ils freinent ce qu'ils sont en train de faire. Donc une voie diplomatique existe bien encore. Gil Mihaili nous dit on est en train de nous préparer les avions sont pas en l'air et il y a Pardonnez-moi ? Tant que les avions sont pas en l'air, les diplomates peuvent encore travailler. C'est un élément de pression dans cette négociation. Surtout, il vaut mieux négocier avec un revolver sur la table et chargé. Alors il y a peut-être un partage des rôles avec la future équipe Trump et puis les pays européens qui, eux, essaient de jouer le go-between, puisque les relations entre Trump et l'Iran seront plus que problématiques. Donc tous les moyens sont bons pour éviter que ce seuil nucléaire, qu'on franchisse ce seuil nucléaire. Ça fait une double pression sur Téhéran. On rejoint notre correspondant sur place, Siavosh Ghazi. Bonjour à vous. Siavosh, est-ce que Téhéran pourra résister à une pression combinée des Américains et des Européens, Siavosh ? En tout cas, c'est le discours officiel, puisque le ministre iranien des Affaires étrangères, parmi d'autres, a affirmé il y a quelques jours que si jamais donc les Européens décidaient de déclencher un processus qui permettra d'ici quelques mois de réimposer à l'Iran les sanctions onusiennes qui ont été levées en 2015, à ce moment-là, l'Iran pourrait changer de doctrine nucléaire et aller vers la fabrication de l'arme atomique. Une fatwa, selon ce que l'on sait, peut changer selon la situation. Et donc, il y a une quarantaine de députés, des représentants du guide suprême, mais aussi des experts qui demandent depuis plusieurs mois que l'ayatollah Khamenei, le guide suprême iranien, reviennent sur cette fatwa et autorisent la fabrication de l'arme atomique. La mise en marche de 6000 nouvelles centrifugeuses ultramodernes qui sont 10 à 15 fois plus rapides et plus puissantes que les précédentes, va permettre à l'Iran d'accélérer considérablement son programme d'enrichissement d'uranium et avoir suffisamment d'uranium enrichi à 60% par exemple pour pouvoir fabriquer des armes atomiques si cela est décidé par le pouvoir iranien. Donc il y a un bras de fer entre les deux parties, entre l'Iran et les pays occidentaux, et l'Iran est engagé dans ce bras de fer et menace d'aller vers la construction de l'arme atomique.
Et le message, c'est ce n'est pas du bluff, pour paraphraser un certain Vladimir Poutine. On est en ligne avec Bruno Combi. Bonjour à vous, polytechnicien, ingénieur en génie nucléaire. Bonjour Bruno. Cet élément qui permettrait de mettre à mal toute la chaîne de fabrication de l'arme atomique par l'Iran, qui était évoqué en plateau, trouver le bon élément, si jamais frappe il devait y avoir, ce serait quoi, Bruno Combi ? Alors, bonjour Florence, nous voyons aujourd'hui un nouvel épisode donc, du développement de l'arme nucléaire en Iran, donc c'est décidément un véritable feuilleton. Qu'est-ce qu'il y a comme information nouvelle ? Eh bien, on peut voir que l'information, cette fois, nous vient en fait de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Alors, Raphaël Grossi, son directeur général, nous expliquait l'an dernier que la position de l'Iran était, je cite entre guillemets, pas très claire. Effectivement, c'est un vieux programme nucléaire, d'abord civil et puis qui est devenu militaire après la chute du Shah. C'est un véritable jeu du chat et de la souris, en fait, qui dure depuis 30 ans. Mais force est de constater que ces derniers temps, et notamment ces derniers jours, l'Iran devient de plus en plus clair, puisqu'il y a une communication qui a été faite au board des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique qui explique que l'Iran affirme être en train de déployer 6000 centrifugeuses supplémentaires, donc qui ont pour but d'enrichir l'uranium-235 pour fabriquer la matière des bombes atomiques. Donc cette fois, ils sont de plus en plus clairs, ils en rajoutent, et comme ça a été dit précédemment, et ils envisagent de lever la fatwa, éventuellement de pouvoir développer l'arme atomique, puisque pour l'instant, depuis plusieurs décennies, en fait, ils développent l'arme atomique, mais sans le dire. L'Iran avait signé le traité de non-prolifération nucléaire en 1970, parmi les premiers signataires, et ceci dit, ne respectent pas, puisqu'ils enrichissent jusqu'à 60%, il y a même eu des traces d'uranium enrichi à 80% et plus. Or, à ces niveaux d'enrichissement, le seul but, c'est de faire une guerre nucléaire. Mais ils ne reconnaissent pas, ils prétendent que c'est pour des recherches à but purement civil. Évidemment, tout le monde sait que non. Mais l'Iran avance. On a compris, ils y vont. En tout cas, le message est clair. Pardonnez-moi, mais pour en revenir à ma question, si on veut mettre à mal ce programme nucléaire, on frappe où ? Puisque des frappes ont déjà eu lieu, la main d'Israël a été retenue par les Américains, ou bien ces installations sont si cachées, comme le disait le général à l'instant, si difficiles à atteindre que c'est impossible. Est-ce qu'il y a un moyen aujourd'hui, autre que par la diplomatie, par des frappes, de mettre à mal ce programme nucléaire iranien ? Alors, c'est pas simple. Le meilleur moyen, celui qui serait le plus efficace, mais il est très incertain, c'est effectivement la diplomatie. Par exemple, Elon Musk a dit vouloir s'occuper de ce dossier avec Donald Trump quand ils arriveront au pouvoir. Et une chose, par exemple, qui pourrait être proposée par Elon Musk, c'est de construire des gigafactories pour faire des batteries de voitures en Iran. Et si l'Iran accepte, mais ça dépend de la bonne volonté de l'Iran, qui a été mise à mal, quel est le degré de crédibilité de la bonne volonté de l'Iran dans ce dossier, alors que beaucoup de promesses n'ont pas été tenues et qu'il y a un double discours, ce qui est dit par devant et qui n'est pas forcément la même chose que ce qui est fait ensuite de manière plus secrète. Non mais c'est fou, on retrouve Elon Musk, alors pardonnez-moi, moi je suis un peu sidéré. Musk aurait rencontré l'ambassadeur d'Iran aux Nations Unies il y a quelques jours, je crois, mais c'était démenti de sources iraniennes. Mais tout est possible avec M. Musk, puisqu'il s'occupe aussi de M. Zelensky, de M. Poutine, de M. Xi Jinping. Non, je voulais simplement revenir, on n'a pas du tout parlé ici de la Russie. Alors c'est un point important, vous êtes... Merci Yves Dutriot de recentrer le débat, effectivement. Oui, qui est un très grand allié de l'Iran, mais qui avait signé le fameux accord du 14 juillet 2015. Et donc la Russie, puissance nucléaire, qui se veut raisonnable en tant que puissance nucléaire, raisonnable avec des guillemets, est quand même un peu embarrassé, parce que le fait qu'il y ait éventuellement l'arme nucléaire en Iran, qui est l'allié de la Russie, c'est très préoccupant par rapport à la politique de non-prolifération auquel la Russie, en principe, jusqu'à preuve du contraire, adhère. C'est un des pays fondateurs du TNP avec les États-Unis. Oui, mais les traités, on peut en sortir. Et puis les traités... oui, mais théoriquement, on parle beaucoup des menaces nucléaires de la Russie. Eux-mêmes en parlent sans cesse, mais ils n'ont pas dit qu'ils voulaient proliférer et contribuer à la prolifération. Vous n'êtes pas certain que Moscou soutienne Téhéran dans sa volonté de prolifération ? Il y a une centrale nucléaire civile qui est construite par les Russes, ça on le sait, mais ça il n'y a aucun problème théoriquement, sauf que la frontière, l'imperméabilité entre le nucléaire civil et le nucléaire militaire est parfois sujette... Et les Russes contrôlent les carburants. Non mais Tatiana.
Les Russes sont dans une situation difficile parce qu'ils n'ont aucun intérêt à avoir des puissances nucléaires qui prolifèrent. Eux, ils ont l'arme nucléaire, ils ont cet avantage et ils aimeraient rester dans un petit cercle. Sauf qu'ils ont besoin des Iraniens, puisqu'aujourd'hui, les Iraniens continuent à leur fournir des missiles Shahid. Ils ont besoin, exactement, ils ont besoin des Nord-Coréens. Et on se demande toujours ce qu'il y a dans ce deal de connu et de caché. Donc, officiellement, ils transfèrent de la technologie en Corée du Nord. Est-ce qu'ils transfèrent de la technologie nucléaire? Ça n'est pas dit, ça pourrait être le cas. Et si on suit votre raisonnement, probablement pas. Si on suit votre raisonnement qui sont mais ils ont tellement besoin aujourd'hui. Quand vous regardez même la démographie en Russie, pourquoi ils vont chercher des soldats coréens? Alors, on reviendra sur la Corée un peu plus tard. Non, mais tout est lié, bien sûr. Pour les besoins d'une émission aussi. La Russie aujourd'hui se retrouve acculée et elle est obligée d'aller chercher des alliés au sein de pays peu recommandables à qui elle n'a pas envie de donner l'arme nucléaire, mais auxquels elle pourrait se retrouver contrainte pour pouvoir être à nouveau fournie en armes, à donner de la technologie qui permettrait d'accélérer l'accès au programme nucléaire en Iran. Et tout est lié. La Russie aujourd'hui, et quand je dis il y a vraiment une diminution de la démographie en Russie, ils ont du mal à aller trouver des soldats, donc ils ont besoin d'aller les chercher dans d'autres pays, et c'est ce que fait Trump, il faut faire des deals. Que peut donner la Russie? Elle peut donner du pétrole, elle peut donner du gaz pour ceux que ça intéresse, et elle peut aussi faire des transferts de technologie. Et c'est pour ça que c'est dangereux. Bon, ce qu'on retient en tout cas, c'est que c'est la voie diplomatique qui semble la plus plausible à Bruno. Oh, je crois pas, moi. Non. Alors vous ne pensez pas. Yves Doutrillo était entièrement d'accord en tant que diplomate. C'est la plus raisonnable, mais c'est pas la plus probable. Mais bon, les diplomates, c'est normal, c'est leur travail. Et d'ailleurs, entre nous, j'élargirai le cercle des trois Européens dont on a parlé, avec évidemment les Américains, mais aussi les Russes. Et pourquoi pas les Chinois? Parce que les Israéliens seront les premiers, à partir du mois de février, à s'intéresser à la dislocation du programme. Et donc c'est pour ça que les Européens essaient de trouver une solution avant. Une courte fenêtre d'opportunité. C'est très court. Comme disait diplomate. Oui, elle est courte, effectivement.